Est-ce que vous vous souvenez, là, quand vous avez appris la mort de Tommaso, qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit? Où est-ce que vous étiez et comment ça a percuté dans votre esprit? C'était, je crois, un dimanche, ou en tout cas le week-end, parce que j'étais chez moi, donc dans un contexte familial et pas du tout professionnel. Donc déjà, c'est vrai que, voilà, de toute façon, on n'est jamais prêt à ce genre de nouvelles, mais en plus, le contexte est un peu particulier. Ça a été le choc, hein. Je crois que tout le monde a été très choqué parce que il n'y avait rien qui annonçait cette disparition subite. Et on avait l'impression de quelqu'un qui était plutôt, comment je dirais, au fait de tout ce qu'il avait fait dans sa vie. C'est-à-dire que tout d'un coup, toutes les compétences qu'il avait accumulées, toute sa vision devenait d'une utilité majeure, indispensable. Je crois qu'on peut vraiment utiliser ce mot-là dans la crise. On voyait bien qu'il était très sollicité. Et donc c'est sans doute d'ailleurs pour ça qu'il a eu ce problème, parce qu'il avait peut-être un peu tiré sur la corde. Alors, on va essayer avec vous de voir plutôt le travail de Tommaso Padoa-Schioppa au sein du think tank, donc Notre Europe. Vous êtes arrivé à Notre Europe en avril 2004, si je ne me trompe pas. Vous étiez secrétaire général et le président à l'époque était Pascal Lamy. Et ensuite, donc c'est en 2005, donc un peu plus tard, que Tommaso Padoa-Schioppa prend la présidence de Notre Europe. Est-ce que vous vous souvenez de comment ça s'est passé, enfin, la transition, vous étiez au cœur de cette structure. Quelles étaient les impressions que vous avez eues quand il a été nommé, quand il est arrivé et comment ça s'est mis en place? Alors c'est vrai que moi j'ai connu en peu de temps en fait 3 présidents, puisque quand je suis arrivée c'était M. Delors qui était encore président de Notre Europe, M. Pascal Lamy est arrivé peu de temps après. Là la décision avait déjà été prise en fait, donc moi je n'ai pas participé à cette décision. Par contre effectivement pour le choix de Tommaso Padoa-Schioppa, là j'étais là et ça a été, je pense, au départ une proposition de Pascal Lamy, mais tout de suite évidemment adoubée par Jacques Delors puisqu'il l'aimait beaucoup. Et ça a été assez facile en fait, parce que il y avait peu de gens en fait qui pouvaient prétendre être des héritiers de l'esprit, de la vision de Jacques Delors, de son action. Pascal Lamy, ça ne posait aucune difficulté à personne, évidemment, ça a été son directeur de cabinet pendant longtemps. Et Tommaso Padoa-Schioppa aussi, il y a eu consensus immédiat dans les instances de gouvernance de Notre Europe pour dire qu'il serait accueilli à bras ouverts. Voilà. Je crois que lui a un peu hésité parce qu'il avait décidé de lever le pied, de faire moins de choses, etc. Et puis c'est en discutant avec Pascal Lamy, avec l'équipe, avec moi aussi, il me l'a dit que ça l'avait convaincu, ma façon de voir les choses. Il a voulu essayer d'assumer cette fonction. Donc comment ça s'est passé concrètement? Il venait une fois, 2 fois, 3 fois par semaine? Est-ce qu'il était là en permanence? Parce qu'il avait eu une vie précédemment en Allemagne, il avait encore des attaches en Italie. Donc comment ça s'organise concrètement? Il partageait sa vie privée entre l'Italie et la France, donc ça facilitait un petit peu les choses pour sa présence à Paris. Et donc à chaque fois qu'il venait à Paris, je pense que ça devait être de l'ordre de... Peut-être, ça dépendait des moments. Parfois, il pouvait venir 3 fois dans le mois, mais le plus fréquemment, c'était 1 ou 2 fois. Systématiquement, évidemment, il passait par la case Notre Europe et il essayait de me voir, mais aussi de voir les gens de l'équipe. Enfin, c'était quelqu'un qui aimait vraiment bien s'intéresser à ce que chacun faisait dans Notre Europe. Donc je sais qu'il y a des réunions de travail au sein de Notre Europe assez régulièrement, tous les lundis ou autres. Est-ce qu'il participait à ces réunions? Est-ce que ça lui est arrivé de venir et comment ça se passait concrètement? Oui, en fait, donc il y a effectivement une réunion, je crois que c'est maintenu aujourd'hui d'ailleurs, tous les lundis à l'heure du déjeuner, réunion d'équipe générale. Et donc quand il était là un lundi, oui, c'était évident qu'il allait être là. Et c'était toujours très agréable parce que donc, une de ses capacités, c'est vraiment de donner de la hauteur à l'action qui était portée par Notre Europe, arriver à mettre ça en perspective, à donner une vision. Et donc il avait vraiment une valeur ajoutée dans ces réunions d'équipe, parce que tout d'un coup les gens ressortaient en se disant
voilà, je sais pourquoi je fais ça et je sais que ça participe d'un projet plus global. Voilà. Donc il intervenait dans la réunion. Il intervenait, d'ailleurs on s'en amusait parce qu'il se plaignait parfois qu'elles étaient trop longues et puis quand il venait il parlait assez longuement, donc je le titillais un peu là-dessus parce que... et puis il nous faisait part de tout ce qu'il faisait en dehors aussi, ce qui était vraiment intéressant pour nous parce qu'il avait une activité assez impressionnante. Et en termes d'orientation du travail, est-ce qu'il avait des demandes particulières? Est-ce qu'il avait des sujets sur lesquels il aimait plutôt travailler? Ou est-ce qu'il il demandait à certains de préparer des notes sur des choses précises? Je trouvais qu'il avait un très bon équilibre entre constater d'abord qu'il n'était pas là à 100%, donc il devait laisser faire l'équipe, le secrétaire général, trouver ses propres voies, ses propres idées. Mais effectivement, de temps en temps, il venait avec une idée précise qu'il avait envie de développer et ça, petit à petit, ça rentrait dans notre programmation et on en faisait un projet à part entière. C'était évidemment le cas pour tout ce qui concernait l'euro, mais il a aussi impulsé un travail, par exemple, sur les relations US-UE. Enfin, voilà, donc il avait quand même des idées, mais il n'essayait pas d'influencer tout. Il avait quelques projets qui lui tenaient à cœur et qu'il essayait de nous proposer, d'introduire dans le programme général. Et puis, bien sûr, il regardait le programme qui sortait de notre réflexion collective et il donnait son avis sur l'ensemble. Mais c'était vraiment quelqu'un qui faisait confiance. Il était dans une relation de confiance. Au sein de notre Europe, il y a un conseil d'administration et il y a un CEO, un conseil d'orientation avec des grands personnages européens, généralement qui ont été nommés par le président Jacques Delors. Et donc c'est plutôt des amis et des gens qui ont la foi, ou la même foi ou la même vision européenne que lui-même. Comment ça se passait? C'est-à-dire quel était le rôle, le positionnement de Tommaso Padoa-Schioppa dans ce cénacle? Parce qu'il peut-être il a dû participer quand même à 2 ou 3 CEO. Et comment ça fonctionnait? Ce qui nous permettra aussi de voir un peu les relations Jacques Delors, Tommaso Padoa-Schioppa. En fait, Tommaso Padoa-Schioppa a été, je pense, il était au tout début du CEO, justement, de ce comité européen d'orientation, pas dans le conseil d'administration, justement, mais dans le comité d'orientation. Et moi, je n'étais pas là dès les débuts de notre Europe, mais d'après ce que j'ai pu voir, il a toujours été un élément moteur du comité d'orientation. C'est lui, par exemple, qui était à l'origine de la proposition dont on entend parler très souvent, mais qui date donc de 1999, que les grandes familles politiques européennes présentent un candidat à la présidence de la Commission pour donner un enjeu aux élections européennes. Par exemple, c'est lui qui avait rédigé le papier, qui l'a présenté au comité d'orientation. Voilà. Donc c'est toujours un acteur moteur. Et après, en fait, les réunions du conseil d'administration, là, c'est lui qui vraiment les préparait. Et les réunions du comité d'orientation, ça se préparait, je dirais peut-être de manière triangulaire entre M. Delors lui-même et moi, et puis bien sûr l'équipe. Où on se mettait d'accord, en fait. On se mettait d'accord à 3 sur un projet d'ordre du jour. Donc vraiment, M. Delors est resté le président du comité d'orientation, mais il consultait et il travaillait main dans la main avec le président du conseil d'administration de notre Europe, qui était Tommaso Padoa-Schioppa. Et donc, y compris au niveau des membres, il y avait les membres d'origine qui étaient effectivement plus proches de Jacques Delors, et puis il y a eu des membres qui sont venus après, ou parfois sur la suggestion de Tommaso. Je n'ai plus un exemple précis en tête, mais je sais que par exemple il avait proposé une figure politique italienne qui était Fassino, c'est ça, Piero Fassino, oui. Donc qui est venu quelques fois. Voilà, j'ai plus d'autres exemples précis en tête, mais il avait des idées, et bien sûr si M. Delors avait la moindre réticence, il ne l'aurait pas imposé, mais il contribuait vraiment. Une des caractéristiques de Tommaso Padoa-Schioppa, c'est qu'il a aussi beaucoup écrit. Il a écrit des bouquins, il a écrit des articles ou autres. Est-ce que vous l'avez vu, vous, dans l'exercice de l'écriture? Comment ça se passe? Je ne l'ai jamais vu écrire à notre Europe, mais on a... Enfin, j'ai revu des écrits qu'il m'a envoyés sur lesquels il me demandait son avis, ou à l'inverse, des choses que j'écrivais et qu'il me faisait corriger dans un sens ou dans l'autre. Il en avait... Déjà, je pense que c'était quelqu'un qui en avait vraiment besoin, et il avait plutôt une bonne plume.
Donc il faisait mûrir pas mal ses projets d'écriture, je crois. J'ai l'impression qu'il y réfléchissait beaucoup et c'est quelqu'un qui était assez soigneux dans l'écriture. Il n'allait pas écrire sur un bout de table. Je pense qu'il devait se mettre dans des conditions d'écriture. Ça se sentait quand on lisait le texte que ça avait été pensé, qu'il y avait un travail préalable de lecture, de recherche. Il avait plus pour ça la plume académique que la plume journalistique. Et quand éventuellement il intervenait sur des textes d'autrui, comment ça se passait? Enfin, son écriture était lisible, c'était clair ou c'était tortueux? Enfin, je connais des gens très fameux qui ont une écriture assez difficile. Ah non, moi j'aimais bien sa manière d'écrire. Maintenant, il y en a qui peuvent moins aimer parce qu'il était plus dans les phrases peut-être un peu longues, ce que je disais, c'est moins journalistique, mais moi j'aime bien. Bon, c'est une question de goût. Non, sur les textes des autres, il était plutôt du style à appeler, à faire des commentaires oraux pour nous dire à nous de changer nous-mêmes que vraiment à intervenir directement sur le texte. Et il était... Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui avait le sens des priorités, donc à un moment donné... il n'allait pas non plus passer des heures à revoir le texte de quelqu'un d'autre parce que c'était le texte de quelqu'un d'autre, voilà, et qu'il faisait confiance à cette personne-là et que cette personne devait aussi assumer ce qu'elle écrivait. Donc il laissait beaucoup de liberté quand même aux chercheurs de notre Europe. Est-ce que vous avez réussi à percer le sens qu'il donnait au rôle d'un think tank dans l'espace public, notamment sur les questions européennes? C'est-à-dire en quoi pour lui un think tank ou un groupe de réflexion politique comme notre Europe était utile pour favoriser les débats, mais comment? Enfin, je crois qu'il avait vraiment la vision parfaite pour ce que cherchait à être notre Europe, dans le sens où il pensait ce qu'on pouvait amener, évidemment, c'était l'expertise et la réflexion que beaucoup d'hommes publics, d'hommes et de femmes publics n'ont pas le temps de faire, tout simplement. Donc s'arrêter et prendre un peu de recul quand les décideurs sont dans l'urgence. Et par ailleurs, ne jamais perdre de vue le côté militant. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça pour la recherche en elle-même, on fait ça parce qu'on veut qu'une idée rentre dans le débat public et fasse son chemin. Voilà, donc c'était vraiment cette combinaison de la rigueur de l'analyse et de la recherche, qu'il fallait prendre le temps de faire convenablement et sérieusement, et en même temps garder à l'esprit qu'on ne faisait pas ça pour le plaisir de la recherche seulement, mais aussi parce qu'on voulait que ça finisse par influer le cours des choses. Si vous aviez à évaluer donc le poids et l'influence de Tommaso Padoa-Schioppa sur notre Europe, et toujours en gardant à l'esprit la comparaison éventuelle avec les présidences précédentes, quels seraient les mots qui vous viennent à l'esprit? De l'influence qu'il a eue sur notre Europe et sur les personnes qui travaillent à notre Europe, parce que vous êtes un groupe de chercheurs, il y a différentes personnalités à l'intérieur même de notre Europe. Donc qu'est-ce qu'il en reste en fait? Déjà, j'ai déjà parlé du fait qu'il donnait vraiment du sens à ce qu'on faisait. Il donnait une vision, il donnait une perspective globale qui faisait qu'on avait vraiment l'impression d'être dans un projet collectif. Il était très à l'écoute des chercheurs, donc comme je disais, il leur a fait confiance et a donné de l'autonomie, donc ça a donné de l'assurance à l'équipe. Et puis, il y a un aspect peut-être un peu moins, je peux dire, qui était moins visible, évidemment, pour l'extérieur, mais notre Europe était dans une phase où elle devait absolument diversifier son financement et se développer. Et donc c'est lui qui a été à l'origine de la création d'un comité des garants, c'est le Board of Trustees anglais, où il a vraiment voulu qu'il y ait des personnalités même, qui aient à cœur de pérenniser notre Europe dans le temps, d'assurer qu'elle soit viable aussi financièrement.
et qu'elle ne se repose pas seulement sur ses lauriers qu'elle aurait pu avoir avant, voilà, qu'elle soit toujours dans la recherche de développement. Et ce comité des garants, tel qu'il était défini, c'était la pérennité du financement, mais c'était aussi l'idée d'une certaine pérennité du projet de notre Europe tel qu'il avait été conçu à l'origine par Jacques Delors. C'était rester fidèle aux valeurs que Jacques Delors avait voulu insuffler à ce projet et auquel il était lui aussi attaché. Et il y a une chose aussi qui m'étonne beaucoup, c'est donc il a eu des fonctions de haut fonctionnaire, il a été directeur général à la Commission européenne, il a été banquier. Est-ce que c'était quelqu'un de gauche? Bon, il a fait partie du gouvernement Prodi comme ministre des Finances. Maintenant, quand on lui demandait, il n'aimait pas se mettre dans une case politique. Il disait qu'il était d'abord au service de la chose publique et de ses idées. Et donc, il n'était pas sectaire, quoi. Il n'aurait pas voulu être mis dans une boîte et qu'on ne l'en sorte plus. Mais je pense que oui, il avait peut-être voilà, été plus proche de la mouvance peut-être sociodémocrate en Italie, et notamment de Prodi. Mais vraiment, c'était d'abord ses convictions, ses idées, et il parlait à tout acteur politique, de quelque bord qu'il soit. Il recevait des gens à notre Europe? Politique, oui. Je pense que son activité politique, il était vraiment centré sur l'Italie. Et à notre Europe, c'était plus... oui, il recevait des gens, mais vraiment dans la militance, dans son travail de militance européenne, plus qu'un travail politique au sens idéologique du terme. Ensuite, donc, il y a eu la période où il a été ministre du gouvernement Prodi, donc pendant 2 ans. Ça a été 2 années assez compliquées, j'imagine, parce qu'il était à la fois à Rome, mais il continuait d'être président de notre Europe. Donc, comment ça fonctionnait? Il y a dû avoir un changement de relation. Oui, bien sûr. Bon, la question s'est posée évidemment de savoir si on devait le remplacer. Après, petit à petit, en fait, on s'est aperçu que au-delà justement de Pascal Lamy et Tommaso Padoa-Schioppa, on avait plus de mal à identifier une personne tout à fait consensuelle. Voilà, donc en plus, le gouvernement paraissait pas non plus très stable dans le temps, donc on ne savait jamais quand éventuellement sa mission prendrait fin. Donc je crois qu'il y a eu un peu cette incertitude qui a fait que de facto, en fait, il est resté président, et le conseil d'administration a souhaité qu'il reste. Donc en fait, il était effectivement beaucoup moins présent, mais il s'est beaucoup appuyé sur moi dans cette période-là, et ce que je savais, c'est qu'il était au bout du fil, quoi. Voilà, si j'avais vraiment un problème, il se débrouillait pour trouver le moyen de me répondre, et que ce soit au téléphone ou par mail. Donc il était moins présent physiquement, mais il était présent en soutien moral et en personne de référence quand même. Et c'est lui qui était en contact directement avec vous et pas un membre de son cabinet? Non, c'était plutôt lui, oui. J'ai été un petit peu en contact avec les membres de son cabinet, mais très peu. Je reviens 2 minutes sur sa participation au gouvernement de Romano Prodi comme donc ministre des Finances. Quel était votre regard sur son expérience politique? C'est-à-dire comment vous avez apprécié le fait, parce que vous avez quand même dû suivre ce qu'il faisait indirectement, soit via la presse française, soit même la presse anglo-saxonne ou même italienne. C'est-à-dire, quel est le jugement que vous portez sur son action? Est-ce que vous vous dites il n'aurait pas dû y aller, ou il a bien fait, ou quel est votre propre jugement sur cette expérience politique? Parce que ça complète encore plus le répertoire d'action de cet homme. Oui, mais qui était finalement plus une parenthèse mais bon, lui, par modestie, je crois qu'il disait que c'était plus un accident que quelque chose, mais bon. Tout le monde a pensé qu'il avait bien fait de dire oui. Ça, je pense qu'il n'y a personne qui s'est posé la question dans le contexte de l'Italie, de l'Europe. Enfin bon, tout le monde considérait qu'il avait vraiment quelque chose à apporter.
Et il a fait ce qui a été marquant, c'est de voir qu'au fond, ça ne l'a pas changé et qu'il n'a pas vraiment. Alors qu'on voit souvent des gens changer beaucoup dans les fonctions ministérielles, on n'a pas eu l'impression que ça le changeait lui, si ce n'est que le rythme l'a probablement surpris et le fait qu'il n'avait plus le temps qu'il aimait prendre pour réfléchir, pour se poser, pour prendre du recul, ça, je crois que ça l'a quand même un peu choqué. Mais globalement, il est resté fidèle à lui-même. Et puis, fidèle, voilà, il avait une mission qui s'était fixée et il n'allait pas être influencé par des conjonctures extérieures. Voilà, il savait ce qu'il faisait. Il était, je pense, insensible à la critique ou à la... Voilà, il avait son cap. Voilà. Il donnait cette impression-là. Et d'ailleurs, je crois qu'il a été plutôt apprécié pour son efficacité et sa rigueur. Après, moi, je n'étais pas en Italie, donc je n'ai pas vu tous les détails de son action, mais c'est l'impression qu'on avait de l'extérieur, en tout cas. Comment vous définiriez la personnalité de Tommaso Padoa-Schioppa? C'est-à-dire, quels sont les adjectifs ou les qualificatifs qui vous viennent à l'esprit si vous devez expliquer à quelqu'un qui n'a jamais rencontré qui était Tommaso Padoa-Schioppa? Bon, d'abord, la personnalité, c'est un vrai gentleman à l'italienne, on va dire, très, très posé, très agréable, très attentionné, je dirais. Ça, c'est peut-être pour la personnalité, c'est pour l'homme. Après, en tant que, je dirais, dans les relations professionnelles, c'était quelqu'un... Je crois que j'ai jamais rencontré cette combinaison-là chez quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'il combinait à la fois une grande expertise et une grande expérience de la construction européenne, voilà, à la fois théorique et pratique. Et il avait gardé vraiment chevillé au corps un idéal européen très fort qui peut, chez certaines personnes qui ont justement pratiqué les institutions, etc., s'amenuiser avec le temps. Et chez lui, il était resté vraiment très vivant, très fort, vraiment comme les militants de la première heure, je dirais. Et du coup, il arrivait à faire avancer des idées, à faire passer des choses qui paraissaient impossibles dans un premier temps, mais qui devenaient petit à petit possibles, parce que justement, il étayait ces idées qui étaient assez idéalistes avec une compétence très forte. Et donc, il était écouté. Voilà. Et il avait l'oreille d'un certain nombre de gens, justement, qui appréciaient ses compétences et du coup, qui écoutaient aussi le volet militant, plus militant de ses propositions. Et puis c'est quelqu'un qui était déterminé. Je veux dire, sa grande caractéristique, c'est ce grand sourire qu'il arborait comme ça quand vous le voyez, même dans la difficulté, même dans les moments plus tendus. Et il y avait ce mélange de gentillesse et de détermination qui émanait de ce sourire. Mais la détermination était vraiment une caractéristique assez importante de sa personnalité. Vous avez mentionné son idéal européen, très fort. Comment ça se nourrit? Enfin, comment il se nourrissait cet idéal? Parce qu'il y a certainement des moments où il avait des doutes. Et comment il arrivait à dépasser ces doutes, à votre avis? Et je crois qu'il avait une grande culture. C'est quelqu'un qui lisait beaucoup, assez érudit. Et donc, il avait l'impression que sa vision et ses convictions étaient ancrées sur des bases très solides. Et que du coup, elles n'étaient pas balayées comme ça d'un revers de la main par des difficultés passagères. Il avait un sens de l'histoire, donc à la fois la profondeur historique et à la fois la perspective dans le futur. Donc il voyait les difficultés comme quelque chose d'assez éphémère finalement et qui sur le long terme apparaîtrait comme des petits obstacles et pas des difficultés majeures. Et c'est ça, je crois, qui faisait vraiment sa détermination. Et après, il a été beaucoup influencé, je pense, par la lignée des grands fédéralistes italiens. L'héritage Spinelli, évidemment, était assez important chez lui. Donc, il avait cette force-là aussi de s'appuyer, de se référer à des actions portées par des idéalistes qui avaient eu des résultats concrets. Donc, il se pensait aussi un peu l'héritier de cette lignée. Est-ce que c'est quelqu'un dont on peut dire qu'il était ambitieux? Pas forcément pour lui-même, mais qu'il avait une ambition. Bon, alors vous avez mentionné l'Europe, mais c'était quelqu'un d'ambitieux?
Ambitieux pour ses idées. Moi, je dirais ça, c'est vraiment quelqu'un... Je ne pense pas qu'il avait une ambition personnelle. Je pense que s'il l'avait, c'était plus pour faire avancer ses idées. Et il savait que pour faire avancer des idées, il faut quand même à des moments dans sa carrière être dans des postes clés et des postes d'influence. Sinon, on reste en retrait. Mais j'ai l'impression que son moteur, c'était vraiment ça. C'était pas une sorte d'ego. C'était faire quelque chose avant d'être quelqu'un. Vous l'avez déjà mentionné précédemment, mais je veux être sûr de bien avoir compris. Il y a deux bouquins, les deux derniers bouquins ou deux livres importants qu'il a écrits, c'est Europa Forza Gentile, donc c'était en 2001, et le deuxième livre, c'est Europa una pazienza attiva. Donc ma question, c'est force gentille et patience active, est-ce que ce ne sont pas des mots que lui utilisait pour l'Europe, mais qui s'appliquent à lui-même, à la personnalité même de cet homme? Ah si, force gentille, ça, je crois qu'effectivement, ça lui va très bien, dans le sens où c'est quelqu'un qui faisait l'effet d'être de très fort et très, finalement, assez sûr de lui, et de savoir où il allait, ce qu'il faisait, et en même temps, une attention aux autres, une écoute et une gentillesse, on peut utiliser le mot, qui est vraiment très caractéristique. Il y a quand même un mystère Padoa-Schioppa, parce que j'arrive pas à trouver quelle est la motivation, outre la construction européenne ou autre, la motivation profonde de cet homme. C'est-à-dire, qu'est-ce qui le mobilise? Quel est le moteur de tout ça? La curiosité, l'ambition, le bien public? Le bien public, je pense, c'était quelque chose de très important dans les choix de sa carrière. Il l'expliquait à un moment, il a fait une intervention dans son ancienne école, il était de la Bocconi, où il expliquait qu'il avait réfléchi à un moment donné et que le service public lui était apparu à un moment donné comme une évidence. Donc c'était vraiment un choix qui a orienté tout son parcours professionnel. Le sens de l'histoire, comme je le disais aussi, je pense que c'était quelqu'un de très profond qui avait l'envie d'être utile et d'une utilité qui soit profonde, qui soit réelle, qui ne soit pas éphémère. Donc il voulait influencer sur les grands choix de la vie publique et de la construction européenne en particulier. Puis c'est quelqu'un qui m'est apparu toujours comme assez serein et assez philosophe aussi dans sa vie personnelle, dont il parlait très peu, mais parfois il donnait des conseils sur nos vies personnelles à nous, et il m'a toujours apparu comme quelqu'un pas du tout de torturé, il savait quoi, il avait compris pas mal de choses sur le sens de la vie. Enfin, c'est l'impression qu'il donnait. Donc une sorte de sagesse. Une sorte de sagesse, oui. Et sur les conseils du style? Bon, ça, c'est des conseils un peu plus personnels, on va dire, mais non, j'en vois pas comme ça de précis, mais c'est vrai que donner en plus avec ce petit accent italien et ce sourire, c'était vraiment très efficace. Gaëtane, vous avez eu la chance de travailler avec des hommes un peu d'exception. Donc, je disais Jacques Delors, Pascal Lamy, Tommaso Padoa-Schioppa. Avant ça, vous avez travaillé avec une ministre belge. Quand vous regardez le panorama européen actuel, ils sont où les futurs Tommaso Padoa-Schioppa? Ouais, il y a une partie de moi qui m'inquiète de ne pas en voir. En même temps, je pense qu'il y a encore des tas de gens qui sont pleins d'idéal et qui ont un vrai sens de la chose publique et qui croient vraiment à la construction européenne. Je crois que plutôt que les personnalités, c'est le contexte qui a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'on est à la fois... on a une génération au pouvoir qui est un peu entre deux. C'est-à-dire à la fois, elle n'a pas connu la guerre et elle n'a pas nécessairement connu non plus l'Europe comme une évidence. Erasmus, voilà. Donc elle est peut-être une génération qui est celle qui perçoit le moins le sens de la construction européenne. En tout cas, ça, c'est
l'analyse plus rassurante. L'autre, c'est et là, c'est plutôt amené à perdurer, a priori, c'est le monde de la communication dans lequel on se situe aujourd'hui, qui n'est pas du tout celui dans lequel ont vécu Jacques Delors ou même Tommaso Padoa-Schioppa, c'est-à-dire qu'on est dans le règne de l'instantané, de l'opinion publique qu'on consulte pour un oui, pour un non. Donc il y a une utilité à ça, parce que je crois qu'on s'est quand même aperçu qu'il y avait un problème de connexion entre le projet européen et le citoyen. Ça, c'est important quand même, on ne peut pas continuer à avancer avec des œillères par rapport à ça. Mais en même temps, les hommes et femmes politiques ont beaucoup moins la possibilité de prendre du recul et surtout de verbaliser cette nécessité de prendre du recul. Voilà. Peut-être qu'eux souhaiteraient le faire, mais ils n'arrivent plus à communiquer aux citoyens ce besoin qu'on aurait justement, comme je disais, de regarder le sens de l'histoire plutôt que la réalité immédiate et la demande et la réponse aux besoins immédiats. Il avait quoi? Il avait un BlackBerry ou un iPhone? Alors là, je sais pas, un BlackBerry, je crois. Mais il ne l'utilisait pas du tout comme certains peuvent l'utiliser. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui était tout le temps en train de répondre à ses mails. Je pense qu'il avait une manière d'organiser ses journées où il y avait un temps pour tout. Voilà. Et pas être en permanence dans la réponse, dans la communication. Pas du tout son style. Est-ce que la famille était importante pour lui? Oui, je pense, même s'il en parlait très peu. Mais j'ai eu l'occasion de rencontrer un peu sa famille depuis son décès, justement. Et oui, je me suis rendu compte à quel point c'était une figure magistrale pour eux, ce qui est normal, évidemment. Mais en plus, la personnalité que nous, on avait pu percevoir, ressentir, était de toute évidence très marquante dans son cercle familial aussi. Si vous avez une chose à retenir de votre collaboration et de votre travail régulier avec lui, ça serait quoi? Qu'est-ce que vous emportez avec vous, enfin, qui est profondément ancré dans votre... Je l'ai vécu comme une vraie chance, déjà, à la fois M. Delors, Pascal Lamy et Tommaso Padoa-Schioppa, mais c'est vrai que finalement, c'est lui qui a été mon président, parce que pendant 5 ans, quand même, une grande chance. Et puis, je pense avoir... J'étais déjà quelqu'un d'assez déterminé à la base, mais de voir des gens comme ça qui savent où ils vont, qui ont des convictions et qui avancent avec ce moteur, ça m'a influencé, c'est sûr. C'est-à-dire de ne pas rechercher nécessairement la satisfaction immédiate dans ce qu'on fait professionnellement, mais toujours garder le sens de ce qu'on fait et surtout être motivé d'abord par ses idées et de les voir avancer plutôt que par un accomplissement personnel quelconque. Vous venez de sortir un bouquin sur la Fédération d'États-nations, donc qui est un concept que Jacques Delors avait mis en exergue, avait utilisé depuis pas mal d'années. Qu'est-ce qu'il en pensait, lui, Tommaso Padoa-Schioppa, de cette expression? Ça faisait partie peut-être des petites différences qu'il avait effectivement avec M. Delors. Lui, il n'aurait pas nécessairement employé cette expression parce que c'était quelqu'un qui était très post-westphalien, quoi. Il aimait pas trop... Il avait peur de l'utilisation du terme État-nation parce que lui, il pensait que justement tout le problème de l'Europe résidait dans le fait que la plupart des hommes politiques n'arrivaient pas à se penser au-delà de l'État-nation. Mais c'était pas un fétichiste des mots. Donc, en discutant avec moi, il s'apercevait que finalement on avait un peu la même vision, mais qu'on l'exprimait différemment, il disait pourquoi pas. Voilà, il n'était pas figé sur des concepts et des idées. Et il a très bien compris que ce qu'on cherchait à faire avec ce concept Fédération d'États-nations, ce que M. Delors a d'abord essayé de faire, évidemment, et que j'ai essayé de prolonger un petit peu avec cet ouvrage, c'était de rassurer en fait les gens pour leur dire que le projet de fédération européenne ne va pas être un projet qui va éliminer les États-nations et leur identité spécifique, que c'était un projet qui allait quand même s'appuyer sur la diversité des identités culturelles, la diversité des sensibilités nationales. Et ça, je crois qu'il y était attaché aussi. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup la culture italienne, la culture française aussi, dans ce qu'elles avaient de spécifique et dans ce que chacune apportait à la construction européenne. Et d'ailleurs, il était toujours pour dire attention à la coordination entre États membres, n'allons pas trop loin, parce que ce qui compte, c'est de renforcer l'action
européenne collective, donc la fédération, le point central, mais aussi parce qu'une fois qu'on aura agrandi son action, on aura aussi délimité la pertinence de son action et on laissera les États, les régions être des entités importantes. Répéter souvent qu'aux États-Unis, les États étaient des États forts, quoi, voilà, qui avaient des compétences. Donc, finalement, même s'il n'avait pas envie d'employer ce mot-là, sa vision n'était pas éloignée du tout de celle-là. Mais c'était un fédéraliste, en fait. Et il le disait. C'était un fédéraliste, oui, tout à fait, dans la lignée Spinelli. Mais encore une fois, il ne cherchait pas tellement à pousser des mots, c'était les idées sous-jacentes qui l'intéressaient. Merci beaucoup. Merci.